Mesdames et messieurs, voici la bataille de Trafalgar, Nelson, partie 4. Il nous a fallu un certain temps pour en arriver là, mais nous y sommes enfin. Ça a pris du temps. Quoi qu'il en soit, ils sont tous disposés selon leur mouvement lors de la bataille de Trafalgar autant que possible, car il existe plusieurs cartes et schémas de la bataille. Et ils ne sont pas forcément d'accord, mais c'était ma meilleure estimation. Et cela se passe dans la grande cabine du His Majesty's Ship Victory, sur la grande table que vous pouvez voir si vous la visitez. Donc oui, il y a en fait un petit His Majesty's Ship Victory à bord du His Majesty's Ship Victory, dans la cabine du His Majesty's Ship Victory, rejoint les plus grands moments du His Majesty's Ship Victory. Alors merci beaucoup à eux de m'avoir permis de faire cela. Cela devrait, je l'espère, améliorer votre compréhension de la bataille et illustrer sa grande confusion. Parce qu'il n'y a même pas de fumée de poudre sur ces images. Un autre immense remerciement doit aller à l'artiste Gordon Frickers, qui m'a très gentiment permis non seulement d'utiliser plusieurs de ses œuvres dans cette vidéo, vous les verrez à nouveau apparaître pour que je puisse les placer près des peintures bien plus anciennes du domaine public. Mais il a aussi eu la gentillesse de me permettre de lui commander une toute nouvelle peinture du His Majesty's Ship Victory. Briser la ligne basée sur des recherches approfondies de notre part à tous les deux, pour tenter de saisir l'instant précis de la façon la plus fidèle à l'histoire. Vous verrez cela plus tard dans cette vidéo également. Des liens, bien sûr, vers le Portsmouth Historic Dockyard, le site de l'artiste Gordon Fricker, ainsi qu'un certain nombre de vidéos et de podcasts sur la bataille de Trafalgar. Je pense que ce sera très utile pour vous tous dans la description ci-dessous. Mais ceci étant dit, passons à la bataille elle-même. La bataille de Trafalgar aurait techniquement pu être considérée comme ayant commencé le 19 octobre, lorsque la frégate His Majesty's Ship Sirius a hissé un signal qui disait « À Euryalus, l'ennemi a hissé ses voiles hautes ». Et puis, d'une manière qui n'est pas sans rappeler le signal de l'Armada, plusieurs centaines d'années plus tôt, ou bien peut-être dans un monde fictif, l'allumage des feux de Gondor, le capitaine Blackwood sur l'Eurylus lut le signal, le transmit au His Majesty's Ship Phoebe, qui le relaya au His Majesty's Ship de 74 canons de 3e rang, Mars, à près de 80 km du vaisseau d'origine, la frégate Sirius. Le message a ainsi poursuivi jusqu'au Bellerophon où le capitaine Cook, prêt à rejoindre le Victory en barque pour petit déjeuner avec l'amiral Nelson, a pu transmettre la communication en personne. Très vite, d'autres pavillons de signalisation flottaient sur les mâts du His Majesty's Ship Victory, chasse générale sud-est. Dans la brise légère, 27 vaisseaux de ligne, 4 frégates, une goélette et un côtre hissèrent toutes leurs voiles et avancèrent vers l'ennemi. Capitaines, officiers et équipage, dont Nelson, écrivirent des lettres d'adieu à leurs proches au cas où. La vitesse d'avancée était lente, et ce n'est qu'au 21 que les deux flottes se sont réellement aperçues. Et lorsqu'ils l'ont fait, les Britanniques ont découvert que la flotte franco-espagnole se dirigeait vers le sud, et non vers le nord. À bord du navire britannique Neptune, l'aspirant William Badcock a décrit la scène qui s'est offerte à eux à l'aube. C'était mon quart du matin, j'étais aspirant à la proue, et dès les premières lueurs du jour, une forêt de mâts inconnus est apparue sous le vent. Je suis allé prévenir l'officier de quart à l'arrière. Le capitaine était déjà sur le pont avant l'aube. Des signaux étaient envoyés à la flotte pour virer et former 2 colonnes. Le vent s'était considérablement calmé pendant la nuit. Pourtant, notre flotte de 27 vaisseaux de ligne 4 frégates, une goélette et une chaloupe canonnière restait très dispersée. Toutes les voiles étaient redéployées et les différents navires tentèrent de former la ligne en 2 divisions. Mais la faiblesse du vent et la distance entre l'arrière-garde et l'avant-garde empêchaient toute rapidité dans la manœuvre. La ligne ne fut jamais bien formée, car les chefs de chaque division étaient trop impatients d'entrer en bataille pour attendre. Avec l'armée d'Angleterre occupée ailleurs, Napoléon avait ordonné à Villeneuve de retourner en Méditerranée pour débarquer des troupes et ravitailler ses forces. Dans une avancée vers l'est pour affronter Autrichiens et Russes, une campagne menant à la bataille d'Austerlitz. De plus, il avait envoyé un remplaçant, mais l'amiral Villeneuve, piqué dans son honneur, avait pris la mer avant que le nouvel amiral ne puisse réellement arriver. Mais lorsque les 3 colonnes de la flotte franco-espagnole virent les Britanniques arriver de l'ouest sur une trajectoire d'interception, elles formèrent d'abord une ligne.
Et puis, à mesure que la flotte devenait plus visible, Villeneuve ordonna à ses forces de virer de 180 degrés et de retourner vers Cadix. C'était déjà une manœuvre difficile si l'on voulait garder la formation, même dans les meilleures conditions. Avec des vents faibles et des équipages inexpérimentés, la ligne franco-espagnole forma un croissant lâche, tentant de reprendre la formation. Vers 11 heures, Nelson pouvait avoir une vue complète des forces ennemies. Sur le côté bâbord de Nelson se trouvaient le Neptuno, le Scipion, l'Intrépide, le Formidable, le Mont Blanc, le Duguay-Troyan, le Réau, le San Francisco de Assis, le San Augustin, l'Eros et le puissant Santissima Trinidad. Seul navire à 4 ponts au monde, il est aussi le plus armé de toutes les flottes. Puis le vaisseau amiral français Bucentaure, suivi du Rédu, du Tablea, du San Giusto, du Neptune, du San Leonardo, de l'Indomptable, du Santa Ana, du Bougo, du Monarca, du Pluton, de l'Algésiras, du Bahama, de l'Aigla, du Swiftshire, anciennement le Britannique Montagnès, de l'Argonaut, de l'Argonauta, du San Ildefonso, de l'Aquile et du vaisseau amiral espagnol Principe de Asturias. Le Berwick, un autre navire anciennement britannique, enfin le San Juan de Nepomuceno, commandé par Cosme de Chocura, occupait une place de choix face au chaos et déclara publiquement « La flotte est condamnée. L'amiral français ne sait pas ce qu'il fait ». Bien qu'en infériorité numérique et quelque peu désavantagé en termes de nombre total de navires et de canons, Nelson possédait un atout supplémentaire au-delà de la capacité de son équipage à tirer plus rapidement avec leurs canons. La flotte franco-espagnole possédait 4 vaisseaux de premier rang, tous espagnols, le Rayo, le Santa Ana, le Principe de Asturias et, bien sûr, la Nuestra Señora de la Santissima Trinidad, dispersés dans la flotte. Les autres navires étaient des vaisseaux de 3e rang avec 74 ou 80 canons. Nelson, quant à lui, disposait de 3 vaisseaux de premier rang, mais aussi de 4 vaisseaux de second rang. Ces vaisseaux de ligne à 3 ponts, dotés de 98 canons, étaient presque aussi puissants que ceux de premier rang. À ce stade de la guerre, mis à part quelques canons en moins, la seule différence majeure de puissance de feu entre un vaisseau de premier et de second rang était celle-ci. Le pont intermédiaire des vaisseaux de premier rang avait des canons de 24 livres, tandis que ceux de second rang utilisaient des canons de 18 livres, souvent aussi présents sur le pont supérieur. Certains vaisseaux de premier rang avaient des canons de 12 livres sur leur pont supérieur, tandis que Téméraire et Victoire de second rang possédaient des canons de 32 livres sur leurs ponts inférieurs. La flotte de Nelson s'était divisée en ces 2 colonnes prévues. Au sud, l'amiral Collingwood menait à bord du Royal Sovereign, suivi par Belle Isle, Mars, Tonnant, Bellérophon, Colosse, Achille, Revanche, Polyphème, Swiftshire, qui remplaçait le Swiftshire actuellement dans la flotte franco-espagnole, Dreadnought, Défi, Tonnerre, Défense et Prince. Plus au nord, Nelson menait sa colonne, formant une force de frappe massive avec ses 3 premiers navires, le His Majesty's Ship Victory, un vaisseau de premier rang de 104 canons, suivi des vaisseaux de second rang de 98 canons, Téméraire et Neptune, tous étant de grands 3 ponts, puis Léviathan, Conquérant, Britannia, Agamemnon, Ajax, Orion, Minotaure et Spartiate, manquait à l'appel le His Majesty's Ship Africa de 64 canons qui s'étaient séparés pendant la poursuite, mais s'efforçait de rattraper la flotte depuis le nord. Des officiers ont tenté de persuader Nelson de laisser un autre grand navire mener. Un trio de navires à 3 ponts réunis offrirait une vue impressionnante quel que soit le leader. Mais après réflexion, Nelson a rejeté le plan et la flotte a avancé. Les vents légers faisaient avancer les navires à une vitesse comparable à une marche rapide ou à un léger jogging. Tambours et clairons résonnaient à travers les 2 flottes alors que tous les navires se préparaient au combat. Les ponts et cabines étaient vidés de tout danger d'éclat. Du sable était répandu sur les ponts, des filets étaient installés pour attraper les débris. Les fusiliers marins montaient dans les hunes, devenues postes de combat, tandis que le pont d'Orlope se préparait à accueillir les blessés. Les hommes faisaient la paix avec leur créateur. Dans sa dernière entrée de journal, Nelson a imité cette écriture. À la lumière du jour, il a vu la flotte combinée ennemie, de l'est à l'est-sud-est, s'est éloignée et a ordonné de se mettre en ordre de navigation et de se préparer au combat. L'ennemi, tête au sud à 7 heures, vire alors successivement de bord.
Que le grand Dieu que j'adore accorde à mon pays et pour le bien de l'Europe une grande victoire glorieuse. Et que nul mauvais comportement de qui que ce soit ne vienne la ternir. Et que l'humanité, après la victoire, soit la caractéristique prédominante de la flotte britannique. Pour ma part, je confie ma vie à celui qui m'a créé, et puisse sa bénédiction éclairer mes efforts pour servir fidèlement mon pays. À lui, je me remets ainsi que la juste cause qui m'est confiée à défendre. Amen, amen, amen. Pour ceux d'entre vous qui étaient attentifs, oui, il y avait 2 navires nommés Achill et 2 nommés Swiftshire, chacun ayant un homologue du côté opposé. Et il y avait pas moins de 3 navires, un de chaque nation, qui portaient le nom du dieu romain de la mer, Neptune. Un certain nombre de navires britanniques, Tamarar, Belle-Île, Thonon et Achill, portaient des noms qui montraient soit qu'ils étaient d'anciens navires français, soit qu'ils étaient les descendants de telles prises. Du côté espagnol, un marin à bord du Santissima Trinidad se souviendra plus tard des préparatifs finaux avant l'action. Tôt le matin, les ponts furent dégagés pour l'action. Et quand tout fut prêt pour servir les canons et manœuvrer le navire, j'ai entendu quelqu'un dire « Le sable, apportez le sable ». Plusieurs marins furent postés sur les échelles de la trappe à la cale et entre les ponts. Et de cette façon, ils remontaient des sacs de sable. Chaque homme en passait un à l'homme à côté de lui, et ainsi de suite, sans trop d'efforts. Une grande quantité de sacs furent ainsi remontés de main en main à ma grande stupéfaction. Ils furent vidés sur le pont supérieur, la dunette et le gaillard d'avant, le sable étant étalé de manière à recouvrir tout le plancher, et la même chose fut faite entre les ponts. Ma curiosité me poussa à demander au garçon qui se tenait à côté de moi à quoi cela servait. « Pour le sang, dit-il très calmement. « Pour le sang, m'écriai-je, incapable de réprimer un frisson. Vers 11h30, les 2 camps n'étaient séparés que de 5 km à peine, les Britanniques semblant vouloir fendre la ligne franco-espagnole en son centre avec les navires de Collingwood, tandis que ceux de Nelson attaqueraient l'avant-garde. La tension montait tandis que les canons étaient chargés double ou triple pour le combat rapproché. Peu de temps après, Nelson déclara qu'il allait divertir la flotte avec un signal. Les récits divergent sur l'identité initialement prévue entre Nelson et l'Angleterre. Il confie que chaque homme fera son devoir. Quoi qu'il en soit, le lieutenant Pascoe, son officier des signaux ainsi qu'un autre officier ont suggéré, selon les récits, de remplacer Nelson par l'Angleterre si c'était l'intention initiale de Nelson et ont certainement proposé de remplacer confit par attend comme substitution. Des mots avaient des équivalents standards à 3 drapeaux dans le livre des signaux, alors que les originaux n'en avaient pas. De plus, devoir devrait être épelé lettre par lettre. Et même la version réduite nécessiterait 12 jeux de drapeaux, Nelson répondit. Ça ira, Pascoe, faites-le tout de suite. Et ainsi, l'un des signaux navals les plus célèbres de tous les temps commença son ascension sur les mâts du Victory. Curieusement, peut-être à cause du contenu et peut-être à cause du nombre impressionnant de drapeaux, le signal eut des résultats mitigés dans la flotte. Certains l'ont trouvé amusant, d'autres plutôt déroutant, mais ils accompliraient leur devoir. Collingwood voulait seulement que Nelson cesse d'envoyer tant de signaux. Il y avait encore une certaine inquiétude concernant le fait que Nelson prenne la tête. De retour à bord du Neptune, l'aspirant Badcock nota « La vieille Neptune, jamais bon navire, a voulu naviguer. Ce matin-là, mieux que jamais auparavant à ma mémoire. Vers 10 heures, nous avons approché la Victoire. Le capitaine Fremantle voulait la dépasser et briser la ligne ennemie. Mais le pauvre Lord Nelson nous a interpellés depuis la galerie arrière de la Victoire et a dit « Neptune, affalez vos voiles de flèche et restez en arrière. Je vais briser la ligne moi-même. » Un signal fut alors donné pour que le Téméraire prenne sa position entre nous et la Victoire, ce qui fit de nous le 3e navire en tête de la colonne de son seigneurie. À ce moment-là, l'ennemi formait sa double ligne en forme de croissant. C'était un spectacle magnifique. Une fois leur ligne achevée, leurs bordées se tournèrent vers nous, montrant leurs dents de fer. À 11h45, alors que le dernier signal de Nelson était abaissé, la ligne franco-espagnole hissa ses couleurs. Un à un, les navires apportés ouvrirent le feu.
Foojo commença par tirer quelques coups d'essai sur le Royal Sovereign lancé à pleine vitesse, puis déchargea tous ses canons en une seule bordée. Bientôt, Indomptable, San Justo, San Leonardo et Santa Ana se joignirent à l'action, plaçant le navire de Collingwood au cœur d'une tempête de fer qui le balayait de la proue à la poupe. Une situation que la plupart des capitaines faisaient tout pour éviter lors d'un duel en tête-à-tête, mais à laquelle la stratégie de Nelson soumettait le Royal Sovereign 5 fois et plus. Victory était à peine moins engagé. Eros, Bucentaure, Redu, Tablea, Neptune et Santissima Trinidad, entre autres, tiraient boulets et mitrailles sifflant à travers la coque et le gréement du navire. Les navires à angle de tir plus large commencèrent à cribler les navires britanniques, mais pendant quelque chose comme 3/4 d'heure à 1 heure, les navires britanniques n'eurent d'autre choix que de traverser le feu et d'encaisser les coups. Nelson avait noté la moindre précision et la lenteur des artilleurs franco-espagnols, combiné au fait que leurs coques étaient bien plus perpendiculaires que parallèles au vent, ce qui, ajouté à l'agitation de la mer, les faisait rouler de façon assez importante. Cela rendrait possible une approche autrement suicidaire en perturbant la précision de la plupart des tirs espagnols et français. Et jusqu'à présent, il semblait avoir raison. À 11h50, il donna l'ordre d'envoyer un dernier signal avant de faire descendre les livres de signaux. Engager le combat. Le signal « l'ennemi de plus près » fut dûment hissé et il resterait au mât du Victory jusqu'à ce qu'il soit, avec la partie supérieure du mât elle-même, abattu par les tirs. Au cœur de l'action à venir, à l'opposé, sur la ligne franco-espagnole, Redu Tablea était à la poupe du Bucenta. Comme un danseur de conga agressif, Villeneuve ordonna à Redu Tablea de reculer, ce qu'elle fit lentement, car aucun navire franco-espagnol ne se déplaçait vite alors. À bord du Royal Sovereign, Collingwood ordonna à tout le monde de s'allonger pour minimiser leur profil, sauf, bien sûr, lui-même. Certains officiers arpentaient le pont comme si, toutes les quelques secondes, des tonnes de métal brûlant ne passaient pas autour d'eux. Un boulet traversa le gréement d'une voile de bonnet et la toile tomba en voltant sur le pont. Collingwood et son lieutenant la ramassèrent calmement, la plièrent et l'envoyèrent en bas pour un usage ultérieur. Alors que le feu s'intensifiait, Collingwood regarda autour de lui et sourit. « Rotheram, qu'est-ce que Nelson donnerait pour être ici ?» Le capitaine Rotheram portait un tricorne particulièrement grand et un membre d'équipage inquiet lui fit remarquer que cela pourrait faire de lui une cible tentante pour les tireurs d'élite. Il a répondu « Laissez-moi. J'ai toujours combattu avec un tricorne et je continuerai. » Un navire à l'arrière, à bord de la belle Isle. Un lieutenant, déstabilisé par la mitraille, demanda s'il fallait s'arrêter et présenter leur flanc. Au moins, cela leur permettrait de riposter, mais le capitaine Hargood répondit rapidement. Non, on doit traverser la ligne et passer par Chichel, par Dieu. Les colonnes britanniques avaient bougé. Elles se dirigeaient maintenant vers leur véritable point d'attaque, cherchant à couper l'ennemi en 3, à isoler les navires ennemis de tête et à les forcer à sortir effectivement du combat. Avant qu'ils ne puissent revenir et participer, Nelson montra le Royal Sovereign, déjà proche des ennemis, et s'exclama. « Regardez comme ce brave Collingwood mène son navire au combat. » Pendant ce temps, des tirs s'abattaient sur le Victory. Le mât de misaine, la vergue, la hune et le mât d'artimon s'effondrèrent tous. Les chaloupes furent réduites en miettes, la barre vola en éclats et fut projetée sur le côté. En quelques instants, le secrétaire de Nelson fut coupé en deux par un boulet de canon. Un éclat arracha la boucle de la chaussure du capitaine Hardy et une volée de mitraille transforma une douzaine de marines en diverses catégories de blessés. « C'est un travail trop chaud pour durer, Hardy, dit Nelson. » Ce n'est qu'à ce moment-là, croyez-le ou non, que les fanfares du navire qui, le long des deux colonnes, jouaient tour à tour God Save the King et Rule Britannia, rangèrent enfin leurs instruments et prirent les armes. Bien que, dans le cas de tout joueur de cornemuse à bord, le passage à une arme plus létale soit quelque peu discutable. L'action au sud était désormais pleinement engagée. Le Royal Sovereign passa à l'arrière du Santa Ana et devant le Fugio, ouvrant le feu avec des bordées à double charge depuis ses batteries bâbord et tribord. Le navire français fut contraint de s'écarter sous le poids du feu. Pendant que le Santa Ana semblait chanceler, le Royal Sovereign vira brusquement à bâbord et s'approcha d'elle, tirant sans relâche pendant que les canonniers rechargeaient. Cependant, il semblait que l'action tournait rapidement en défaveur des Britanniques.
Les 2 navires suivants, le Belle Isle et le Mars, furent rapidement dématés et laissés à la dérive hors de contrôle, les voiles tombées masquant une grande partie des batteries principales. Le capitaine du Mars fut tué. Pendant ce temps, le Royal Sovereign et le Santa Ana livraient un duel mortel, les mâts s'effondrant de tous côtés comme des brindilles en tempête. Collingwood interrompit sa dégustation d'une pomme pour demander au capitaine des Marines de retirer ses hommes des hunes du Royal Sovereign. Avant qu'ils ne soient projetés sur le pont avec le reste des mâts, l'un des hommes à bord du Belle Isle se souvint de la scène. Les tirs commencèrent à passer au-dessus de nous et nous donnèrent un aperçu de ce que nous allions subir dans quelques minutes. Un silence pesant régnait sur le navire, brisé seulement par la voix du capitaine Hargood. « Tribord tout doux, un peu tout doux », répéta le maître qui dirigeait les timoniers à la barre. Un cri perçant retentit, suivi d'un cri d'agonie après le coup, et la perte de la tête d'un pauvre conscrit fut la conséquence du suivant. Et à mesure que nous avancions, la destruction augmentait rapidement. Une forte contusion à la poitrine terrassa notre capitaine, mais il reprit vite sa place. Seuls ceux ayant vécu une situation similaire à celle que je décris peuvent réellement comprendre une telle scène. Mes yeux étaient horrifiés par les restes des hommes autour de moi, et mes oreilles résonnaient des cris des blessés et des gémissements des mourants. Voyant presque tout le monde allongé, j'ai été tenté de faire pareil et me suis penché plusieurs fois pour cela. Je me souviens bien, une voix intérieure me murmurait de rester debout et de ne pas fuir mon devoir. En me retournant, mon estimé premier lieutenant attira mon attention. La sérénité de son visage et son calme sur le pont dissipèrent la plupart de mes peurs. En le rejoignant, son esprit m'imprégna et m'incita à jouer mon rôle. Mon expérience montre combien l'exemple des chefs est décisif face au feu ennemi. Plus particulièrement dans la situation éprouvante dans laquelle nous nous sommes trouvés pendant près de 30 minutes sans avoir la possibilité de riposter. Pendant ce temps, le Victory s'approchait du Bucentaur. Étant donné le choix de passer par la proue ou la poupe du navire, Nelson dit à Hardy « Fais ton choix ». Le Victory se dirigea alors vers la poupe du navire amiral français, juste à tribord du Victory. Le capitaine Lucas de Redoutable, mesurant 1,47 mètres, anticipa la situation et tenta de regagner de l'avance pour bloquer l'espace entre les navires. Comme il l'avait fait auparavant, précisément pour cette raison. Mais dans la brise légère, le Redoutable était simplement trop lent à réagir et les canons bâbord de la Victory commencèrent à dépasser la poupe du Bucentaur. À la proue, un Royal Marine entreprenant trouva un petit tonnelet de 500 balles de mousquet et le fourra dans le canon du carronade de 64 livres déjà chargé du côté bâbord. Ainsi, sur l'ordre de Hardy, il inventa le plus grand fusil de chasse du monde. Ce canon, suivi de plus de 50 autres, commença à déverser des bordées à double charge dans la poupe non protégée du Bucentaur, transformant instantanément les ponts d'artillerie du navire amiral français en abattoirs. A-t-on dit, des galeries de fer volant, de projectiles, de bois éclatés et d'autres morceaux du navire lui-même. Un trou assez grand pour une calèche à 4 chevaux fut soufflé dans la poupe. Sur près de 900 hommes d'équipage environ, 200 furent tués sur le coup et 80 à 90 gravement blessés. Avec un tiers de l'équipage hors de combat et plusieurs canons démontés, le navire amiral de Villeneuve passa d'un puissant vaisseau de 80 canons à une maison charnelle flottante, avec une capacité bien réduite de riposter à toute nouvelle attaque. Mais quelques instants auparavant, la même chose aurait pu se produire si la dernière tentative risquée du capitaine Lucas n'avait pas payé. La proue de son navire a percuté le flanc tribord du Victory, ou plus précisément, son beaupré s'est emmêlé dans le gréement du Victory. Dans tous les cas, le Redoutable, plus petit et plus lent, fut soudain arraché de la ligne et tourné à près de 90 degrés par l'élan du gigantesque vaisseau britannique de premier rang. Les 2 navires, accrochés en passant près du vaisseau amiral français en détresse, ont vu les canons du Victory éventrer le Redoutable en quelques instants. Son équipage a commencé à se rassembler sur le pont pour tenter un abordage, la seule chose que Lucas avait pu entraîner son équipage à faire pendant le long séjour au port. Les 2 navires se sont éloignés, enlacés dans leur étreinte mortelle, comme le capitaine Lucas l'écrira lui-même plus tard. Depuis que le Redoutable avait été équipé, rien à bord n'avait été négligé. Une occasion d'instruire l'équipage à toutes sortes d'exercices. Mes idées étaient toujours tournées vers le combat lors de l'abordage des navires ennemis.
Je comptais tellement sur son succès que tout avait été organisé pour l'entreprendre avec avantage pour tous les capitaines des canons. J'avais fait fabriquer des pochettes en toile pour 2 grenades avec des bandoulières équipées d'un tube en étain contenant une mèche. Pendant nos exercices, je leur faisais lancer beaucoup de grenades en carton et j'amenais souvent les grenadiers à terre pour faire exploser des grenades en fer devant eux. Nos gabiers, tellement habitués, lançaient 2 projectiles à la fois le jour de la bataille. J'avais à bord 100 carabines équipées de longues baïonnettes. Les hommes à qui elles étaient destinées étaient si bien entraînés qu'ils grimpaient au milieu des haubans pour ouvrir le feu. Tous les hommes munis de sabres étaient entraînés à l'escrime chaque jour et le pistolet était devenu une arme familière pour eux. Les grappins d'abordage étaient lancés à bord avec une telle habileté qu'ils parvenaient à accrocher un navire qui ne nous touchait même pas réellement. Lors des préparatifs pour l'action, chacun se rendait à son poste entièrement armé et avec ses armes chargées qu'il plaçait près de son canon dans des filets cloués entre chaque poutre. Enfin, l'équipage lui-même avait une telle confiance dans cette méthode de combat qu'il m'encourageait souvent à aborder le premier navire que nous rencontrions. Le redoutable tira avec la batterie inférieure, emportant la voile de misaine du Victory qui avançait vers le mât de misaine du redoutable, puis des cris de joie furent répétés sur chaque pont. Notre tir soutenu fit perdre à ce navire, en moins de 10 minutes, son mât d'artimon, sa hune de misaine et son perroquet de grand mât. Je poursuivais toujours le Bucentaure d'aussi près qu'ils m'ont interpellé plusieurs fois depuis la galerie de poupe, pensant que j'allais entrer en collision avec eux. En fait, le beaupré du redoutable a bien effleuré la poupe, mais je leur ai assuré qu'il n'y avait rien à craindre. Les dégâts subis par le Victory n'ont en rien altéré les manœuvres audacieuses de l'amiral Nelson. Il persistait toujours à vouloir couper la ligne devant le redoutable et menaçait d'entrer en collision avec nous si nous osions essayer de l'arrêter. La proximité de ce 3 ponts, suivi de près par le téméraire de même taille, loin d'intimider notre équipage intrépide, au contraire, ne fit qu'accroître leur courage. Le capitaine Lucas, comme vous pouvez le deviner, avait une très haute estime de son équipage et de ses propres capacités malgré tout le drame en cours. À bord du Victory et du Royal Sovereign, les 2 navires amiraux britanniques sont bloqués dans des combats singuliers, tandis que ceux derrière Collingwood deviennent vite hors de combat. Il a semblé, pendant un instant, que toute l'attaque britannique s'était arrêtée et pourrait même être repoussée. Mais le pari de Nelson porta finalement ses fruits, même si les navires de tête des 2 colonnes avaient subi un bombardement terrible. Ce faisant, ils avaient protégé le reste de la flotte d'un tel châtiment. Ces navires étaient désormais presque au contact de la ligne franco-espagnole et restaient pour la plupart intacts. Dans l'escadron de Collingwood, le capitaine Tyler mena le tonnant entre Belle-Isle et Mars pour attaquer l'Algeciras de l'amiral Magon. Le Français furieux riposta, et les 2 navires échangèrent des bordées à une telle proximité que les décharges de leurs canons mettaient sans cesse le feu à l'adversaire, les 2 équipages s'efforçant frénétiquement d'éteindre les incendies sur le navire ennemi, tout en essayant de tuer l'autre équipage. Sinon, les flammes auraient pu se propager à leur navire. Certains membres des équipages étaient des vétérans de la bataille du Nil et ils savaient exactement ce que cela pouvait signifier. Une heure de combat frénétique s'ensuivit avant que Magon n'appelle une équipe d'abordage. L'équipage français s'est rallié, a dégainé ses armes et a chargé, malheureusement, droit sur la trajectoire des caronades du tonnant qui ont décimé tout le groupe, sauf un homme, dans une salve de mitraille dévastatrice. Le seul survivant s'est précipité à bord du navire britannique où il a aussitôt été capturé par un officier. Magon dirigeait son équipage à découvert et avait été blessé au bras par une balle de mousquet et à la cuisse par un éclat. Mais il refusa de descendre sous le pont et voulut continuer à se battre. Une 3e balle l'atteignit au torse et le vaillant officier mourut avant de toucher le pont. Napoléon lui-même dira plus tard, avec de l'argent et du bois, « J'aurai d'autres navires, mais la perte du contre-amiral Magon est irréparable. » Le tonnant continua de tirer sur l'équipage de plus en plus réduit de l'Algeciras, tandis que les canons bâbord poursuivaient leur attaque contre le Pluton tout proche, et les pièces de chasse de proue commencèrent à endommager le San Juan Nepomuceno. Les survivants de l'Algeciras finirent par se rendre environ 2 heures après le début des principaux combats, en abaissant le pavillon à 14h30. La Belle-Isle, endommagée, aveugle et paralysée, restait sous le feu, mais ripostait obstinément avec ses canons encore opérationnels.
Jusqu'à l'arrivée d'autres navires britanniques, le combat continua ailleurs. Le Mars réussit à bricoler 1 ou 2 voiles de fortune et, avec cette quantité ridiculement faible de toile, reprit vaillamment la mer pour retourner au combat, tirant sur tout ce qui était trop lent pour s'échapper. Belle Île réussit également à reprendre un peu d'avance et commencerait à engager sérieusement les navires ennemis dès qu'elle le pourrait. Royal Sovereign échangea des tirs avec Santa Anna jusqu'en 1420 lorsque le navire espagnol abaissa son pavillon, étant largement incapable de manœuvrer puisque la plupart de ses mâts avaient disparu. Collingwood ordonna à la frégate Eurylus de remorquer le navire pour le positionner afin qu'il puisse tirer sur d'autres cibles avec sa batterie bâbord. Même alors qu'il faisait cela, la nouvelle parvint au navire que Nelson avait été blessé dans la colonne de Nelson. La situation s'améliorait pour les Britanniques, bien que des hommes tombaient partout sur le pont du Victory alors que la fumée se dissipait brièvement autour du navire et du redoutable. Le téméraire du capitaine Harvey, un vaisseau de 3e rang, arriva de l'autre côté des Français et lança une volée dévastatrice, abattant 2 navires français. 3 mâts et anéantit un bon nombre d'hommes qui s'assemblaient pour tenter d'aborder le Victory. Le capitaine Lucas fut grièvement blessé, mais il refusa tout de même de se rendre à bord du Victory, cela fut noté. Les canons tribord des ponts intermédiaires et inférieurs furent abaissés et tirèrent, avec moins de poudre et 3 boulets chacun, sur le redoutable. Ce mode de tir fut adopté par les lieutenants Williams, King, Yule et Brown, afin d'éviter que le téméraire ne subisse les tirs du Victory traversant le redoutable. Ce qui aurait forcément été le cas si la quantité habituelle de poudre et l'élévation normale avaient été données au canon. Un événement se produisit dans cette situation qui montra de façon frappante le sang-froid et l'intrépidité des officiers et des hommes postés sur le pont inférieur du Victory. Lorsque les canons de ce pont furent mis en batterie, leurs bouches vinrent toucher le flanc du redoutable. Et, par conséquent, à chaque décharge, il y avait lieu de craindre que l'ennemi ne prenne feu et que le Victory ainsi que le Téméraire ne soient tous deux pris dans les flammes. On vit alors le spectacle étonnant de chaque servant de canon prêt avec un seau rempli d'eau. Dès que son canon était tiré, il jetait l'eau à travers les trous faits dans la coque ennemie par les boulets. Les mâts supérieurs du Téméraire s'effondrèrent sous le choc avec le redoutable et l'enchevêtrement des 3 navires dériva vers le Fougeux. 4 vaisseaux de ligne adverse étaient désormais en mêlée, se déchirant mutuellement. Même les canons bâbord du Victory tirèrent sur le Bucentaure dès qu'ils l'avaient en vue. Derrière le Téméraire suivaient le 3-pont Neptune, puis les vaisseaux de 3e rang Léviathan et Conquérant. Les 3 navires évitèrent une collision immédiate et se dirigèrent vers leur propre cible choisie, retour dans la colonne de Collingwood. Le navire suivant dans la ligne était le Bellérophon, un navire qui avait déjà servi sous Nelson au Nil et avait également participé à plusieurs autres engagements importants. Son capitaine, Jane Cook, ainsi que Duff du Mars furent tués dès le début par le feu des navires ennemis. Mais sous le commandement de son premier lieutenant, elle continua d'avancer, tirant néanmoins sur 2 navires espagnols, en passant avant de venir s'amarrer à côté de l'Ergler. Son premier lieutenant a décrit les premières étapes de cette action. À 12h30, nous étions engagés des 2 côtés, passant près de la poupe d'un Espagnol de 74 canons, la Bahama. Contre qui? À cause de la faiblesse du vent, encore plus atténuée par l'effet du feu des canons. Nous avons tiré nos caronades 3 fois, et chaque canon long du côté bâbord au moins 2 fois. Heureusement, grâce à cette opération, sa soute à poudre a explosé et elle a été complètement vaincue en s'approchant pour régler son affaire sous le vent. Au-dessus de la fumée, nous avons aperçu les voiles de perroquet d'un autre navire sous notre proue tribord. C'était le 74 canon français Aigle, comme l'indiquait son nom sur la poupe. Bien que nous ayons tout tenté pour l'éviter, nous n'avons pas pu assez ralentir notre navire pour empêcher la collision. Nous avons percuté son arrière bâbord avec notre proue tribord, nos vergues s'en mêlant. Sur ordre du capitaine, je suis allé informer les officiers des ponts principales et inférieures de la situation du navire, concernant ce nouvel adversaire, pour leur ordonner de concentrer leurs efforts contre elle. En revenant par le pont principal, j'ai vu mon compagnon Overton, le maître, transporté par 2 hommes, la jambe gravement brisée. Et avant d'atteindre l'échelle du gaillard arrière, m'étant arrêté pour donner quelques instructions en chemin, je fus rejoint par un quartier-maître qui vint m'informer que le capitaine était très grièvement blessé.
et comme il le croyait mort, je me rendis immédiatement sur le gaillard arrière et pris le commandement du navire. Il devait être environ 1h15. Nous restions enlacés avec l'Aigle, poursuivant un feu nourri sur elle et sur le Monarque, presque réduit au silence, bien que ses couleurs flottent encore. Comme Lucas Redoutable et Magon Algeciras, le capitaine Pierre-Paul Angourge avait passé son temps au port à entraîner ses hommes au combat rapproché et maintenant un combat quelque peu étrange se développa alors que mousquets, piques et sabres échangeaient tirs et coups à travers les sabords entre les décharges de canons, tandis que les flancs des deux navires se frottaient l'un contre l'autre. Les Français lancèrent des grenades, tandis que les canonniers britanniques passèrent plus vite aux munitions antipersonnelles. Cependant, une grenade rebondit dans la cale du navire britannique et explosa dangereusement près des soutes à munitions, nota un membre d'équipage. L'une de ces grenades avait été lancée par un sabord du pont inférieur et, lors de son explosion, avait arraché les coutilles du magasin du canonnier, mettant le feu à la réserve et forçant l'ouverture de la porte menant au passage du magasin à poudre. De façon des plus providentielles, cette porte était placée de telle sorte par rapport à l'ouverture du passage menant au magasin à poudre que la même explosion qui ouvrit la porte du magasin du canonnier referma celle du magasin à poudre. Sinon, nous aurions tous péri. Les deux navires auraient explosé ensemble. Le canonnier, présent dans le magasin, monta calmement prévenir le lieutenant Saunders sur le pont inférieur que le magasin était en feu et demanda des hommes avec de l'eau pour l'éteindre. Cette demande fut immédiatement accordée. Il revint avec eux et éteignit le feu sans que personne à bord ne s'en aperçoive, à l'exception de ceux qui participaient à son extinction. Même lorsque ces incendies furent éteints, le feu au-dessus d'eux, c'est-à-dire le feu des canons, commença à faiblir. Le rapide changement de munitions par l'artilleur britannique avait réduit au silence la plupart des canonniers d'Aigla, mais plus de 20% de l'équipage français valeureux furent mis hors de combat. La colonne britannique du sud avançant vers le nord et approchant l'arrière de la flotte ennemie, le Dreadnought attaqua le San Juan Nepomuceno alors que Churuca avait déjà jugé la flotte condamnée. Il avait également écrit plus tôt à des amis à terre que s'ils apprenaient que son navire avait été capturé, alors cela signifiait qu'il était mort. Cette prédiction s'est également révélée malheureusement exacte car le Dreadnought tira salve après salve sur le deux ponts espagnols, tuant le Commodore ainsi que plus d'une centaine d'autres personnes et blessant grièvement environ 150 membres d'équipage dans le secteur de la bataille de Nelson. La mise hors de combat du Bocentaur et le retrait du Redoutable et du Fougeux avaient ouvert une brèche où s'engouffrait la colonne nord britannique. Le trois ponts de premier rang Britannia a dû inspirer des pensées du genre « Oh non, pas encore » parmi les marins franco-espagnols alors qu'ils menaient les 5 derniers navires de la colonne au combat. La vieille Santissima Trinidad, immobile sur l'eau avec ses mâts abattus, était une cible pour presque tous les navires britanniques. Plusieurs vaisseaux de troisième rang ont tiré quelques bordées puis sont repartis, parfois après avoir aperçu une meilleure proie. Appréciant le nombre impressionnant de canons, le vaisseau espagnol de premier rang ripostait de temps en temps. Ils arrêtaient le feu pour qu'un navire plus frais les remplace. Maintenant, le trois-ponts, Neptune, avait apparemment décidé de s'en prendre à quelque chose de sa taille. Après avoir encore malmené le Bucentaur, histoire d'en rajouter, en passant près du Neptune, la Santissima Trinidad allait maintenant commencer une violente canonnade qui durerait près d'1 heure. Le Bucentaur était désormais complètement hors de combat, comme son capitaine s'en souviendra plus tard, notre gréement complètement démantelé. Ayant perdu tous les hommes sur les ponts supérieurs, la batterie de 24 livres complètement hors service est abandonnée à cause du grand nombre de morts et de blessés. Le côté tribord encombré par les mâts, incapable de nous défendre, avec près de 450 hommes tués ou blessés sur un équipage d'environ 800, n'ayant reçu l'aide d'aucun navire, tous étant engagés et hors de portée, aucune frégate n'était disponible pour que l'amiral transfère son pavillon. Il n'avait aucune embarcation pour monter, toutes ayant été détruites, même celles que nous avions laissées en mer. Avant la bataille, nous étions isolés, entourés de 5 navires ennemis qui nous tiraient vigoureusement dessus. À ce moment-là, je suis remonté sur le pont parce que l'amiral Villeneuve avait été contraint d'ordonner la reddition de notre navire. Pour éviter que d'autres braves soient tués sans pouvoir riposter, cela fut fait après un peu plus d'1 heure. Des combats les plus furieux, presque toujours à portée de pistolet. Les restes de l'Aigle, c'est-à-dire l'étendard impérial, furent jetés à la mer, ainsi que tous les pavillons à proximité. La victoire fut disputée.
À peine 1h30 après avoir brisé la ligne, elle s'est dégagée de l'enchevêtrement de navires. Le capitaine Lucar, avec la moitié de son équipage mort et la plupart des survivants blessés, avait fini par baisser pavillon. La Victoire partit vers le nord, tandis que l'avant-garde ennemie virait enfin de bord pour revenir au combat. Ce n'était pas le cas du Royal Souverain. Après 2 heures, elle avait mis Santa Anna à genoux, mais avec seulement le mât de misaine debout, elle ne pouvait tirer que sporadiquement sur les navires proches. En attendant la frégate demandée par Collingwood, le reste de sa colonne était déjà engagé au combat. 11 navires contre 14. Le capitaine Morsum commandait le His Majesty's Ship Revenge et semblait être temporairement possédé par l'esprit de son lointain prédécesseur Grenville à bord d'un autre Revenge, des siècles auparavant, alors que le 2 ponts de 74 canons se lançait dans un combat à 4 contre 1, alors que 3 navires ennemis abattaient le mât d'artimon de laquelle le marin Robinson décrivit l'entrée de son navire dans la bataille. Ainsi. Il nous est revenu de couper la route aux 5 navires les plus à l'arrière. En fonçant sur eux, nous avons essuyé des tirs et certains de nos hommes ont été blessés. En étant ainsi pressés, beaucoup de nos hommes trouvaient dur que les tirs ne viennent que d'un seul côté et devenaient impatients de rendre l'appareil. Mais notre capitaine avait donné l'ordre de ne pas tirer avant que nous soyons tout près d'eux, afin que tous nos tirs portent. En effet, voici ses paroles. Nous aurons besoin de toutes nos munitions quand nous serons tout près, peu importe leur tir. Quand je tirerai une caronade du gaillard arrière, ce sera le signal pour commencer, et je sais que vous ferez votre devoir d'anglais. Peu après, le canon tira et notre navire brisa la ligne. Mais nous avons payé cher pour notre témérité, car les navires que nous avions mis en désordre se sont retournés et ont tenté de nous aborder. Le Principe de Asturias, un 3 ponts espagnol, a lancé son beaupré au-dessus de notre poupe, avec plusieurs membres d'équipage sur celui-ci et dans sa mâture avant. 200 à 300 hommes étaient prêts à suivre, mais leur intention a été découverte. Et nos fusiliers marins, avec leurs armes légères et les caronades sur la poupe chargées à mitraille, les ont balayés si rapidement. Certains dans l'eau et d'autres sur les ponts, qu'ils étaient bien contents de s'éloigner. Pendant que cela se passait à l'arrière, nous étions engagés avec un vaisseau français à 2 ponts sur notre tribord et sur notre avant-bâbord. Un autre, si bien que beaucoup de leurs tirs ont dû toucher leur propre navire et causer de lourds dégâts. Défiance et Polyphème arrivèrent à temps pour apporter un certain soutien, et l'Aquile, légèrement hors de contrôle, dériva entre Défiance et Cuirassé, où elle fut impitoyablement pilonnée et incendiée. Le reste de ses mâts tomba un à un alors qu'elle opposait une défense acharnée. Puis le 3 ponts lent, le His Majesty's Ship Prince, rejoignit le combat. Une salve mit le feu au reste de l'un des mâts d'Aquet. La suivante fit s'effondrer le mât en flammes sur le navire. Prince comprit la situation et cessa le feu, mettant des embarcations à l'eau pour essayer de sauver autant de membres d'équipage français que possible, alors qu'il se jetait à l'eau pour échapper à l'incendie qui prenait rapidement de l'ampleur. Aquile subirait les 2e pertes les plus élevées de toute la bataille, car les flammes se propagèrent rapidement et atteignirent ses soutes à munitions. L'explosion finale du navire marquerait la fin officielle de la bataille, mais cela n'arriverait que plus tard. Bien plus au nord, le His Majesty's Ship Africa, un navire relativement petit de 64 canons, sous le commandement du capitaine Digby, avait mis le cap vers le bruit des canons. Et il arriva en vue des premiers navires franco-espagnols. Au moment où il vit la colonne de Nelson entrer en action, Nelson ordonna de signaler à l'Africa de faire toute la voile possible alors qu'elle passait tout près du Neptuno espagnol de 80 canons qui menait la ligne ennemie et qui surpassait largement l'Africa en puissance de feu. Cependant, Digby comprit ce signal relayé par la frégate, censé lui faire quitter la ligne franco-espagnole, comme une invitation à rejoindre plus vite l'action. Ainsi, en hissant toutes les voiles possibles, l'Africa longea la colonne ennemie, échangeant des bordées avec tout ce qui se trouvait à portée, jusqu'à ce qu'elle atteigne le principal enchevêtrement des combats, là où la colonne de Nelson s'était engagée. Voyant le Santissima Trinidad immobile, le Léviathan et le Conqueror s'éloigner, et ne voyant pas le Neptune de l'autre côté, Digby conclut que le 4 ponts espagnol s'était rendu. Il envoya donc son premier lieutenant, John Smith, pour prendre possession du navire. Smith monta à bord et atteignit le gaillard arrière
découvrant que l'amiral Balthazar Hidalgo de Ceneros combattait encore. Après cela, Neptune ayant établi ses références et s'étant excusé pour la confusion, le lieutenant Smith fut alors autorisé à conduire son équipe d'abordage vers leur embarcation et à retourner à son navire. C'était la règle de conduite de l'époque. Peu de temps après, l'avant-garde franco-espagnole sous le commandement de l'amiral Dumanoir, qui avait passé les premières phases de la bataille, a simplement continué sa route, laissant leurs camarades derrière eux, finit enfin par se présenter. Menés par l'intrépide du capitaine Infernet, l'Africa et l'Orion affrontèrent l'intrépide. Progressivement, d'autres navires britanniques abandonnèrent des prix pour aider tandis que le reste de l'avant-garde arrivait. Tout comme Magon, Churuca, Lucas et bien d'autres, le capitaine Infernet ne manquait pas de courage. Au fil du temps, l'intrépide était prise pour cible par pas moins de 7 navires, y compris le Victory. Infernet refusa. Un combat rapproché lui permettait d'aborder. Il parcourait le pont qui s'effritait, brandissant son épée et menaçant d'exécuter quiconque envisagerait de se rendre. Quand le chef de ces fusiliers marins craqua, après que la plupart de ses hommes aient été tués sous une pluie de feu et qu'il se soit caché derrière le capitaine, Infernet éclata de rire. « Colonel, pensez-vous que je sois en métal, ce qui en anglais se traduit par colonel. Vous pensez que je suis faite de métal ?» Une demi-heure plus tard, avec un tiers de l'équipage hors de combat, la barre et tous les mâts abattus, la plupart de la batterie bâbord réduite au silence. Infernet voyait qu'il ne lui restait plus rien sauf un langage grossier. À 17h35, il décida de sauver son équipage et donna l'ordre à contre-cœur. Les couleurs furent amenées. Quelques instants plus tard, à l'autre bout du combat, Achiel explosa. Quelques tirs sporadiques furent échangés pendant les 20 minutes suivantes contre les autres navires de l'avant-garde, dont la plupart reconnurent une cause perdue en la voyant et prenaient la fuite. La majorité des navires britanniques, ainsi que leurs gréements et leurs voiles, étaient trop endommagés pour permettre une poursuite. Malheureusement, une note amère vint ternir ce dernier épisode. Alors que l'avant-garde s'éloignait, Dumanoir ouvrit un feu indiscriminé sur divers navires en partant, y compris ceux de son propre camp, comme cela fut rapporté par des hommes à bord du Victory et du Royal Sovereign. Après cela, les navires de l'avant-garde ennemie, menés par Dumanoir, qui avait manifesté l'intention d'attaquer le Victory, passèrent au vent et tirèrent leurs bordées, non seulement sur elle et le Téméraire, mais aussi sur les navires français et espagnols capturés sans distinction, et on les vit border ou faire faseiller leur hunier afin de le faire avec plus de précision. Les 2 aspirants du Victory venaient d'embarquer sur le Redoutable et avaient fait débarquer leurs hommes de la chaloupe. Un boulet ennemi coupa l'amarre de la chaloupe alors que les navires de tête fuyaient. 10 minutes après avoir pris le navire, un aspirant arriva du Téméraire et fut aussitôt blessé à la jambe par un boulet ennemi. Les officiers français, voyant que leurs compatriotes tiraient sur le navire capturé, supplièrent les aspirants anglais de quitter le pont et de les accompagner sous le pont. Le malheureux aspirant du Téméraire fut transporté auprès du chirurgien français, à qui l'on ordonna de s'occuper immédiatement de lui, en priorité sur ses propres blessés. Sa jambe fut amputée, mais il mourut la même nuit. C'était un fait extraordinaire et presque incroyable que 3 navires français, sous les ordres d'un contre-amiral, qui n'avaient pris aucune part à l'action, firent dans leur fuite. Ils tirèrent pendant un certain temps sur le Santissima Trinidad et d'autres prises espagnoles, après qu'ils eurent abaissé leurs couleurs devant les Anglais. Et il est maintenant établi, d'après les témoignages concordants de plusieurs officiers espagnols de haut rang, que le contre-amiral Dumanoir fut la personne qui mena sa division à la perpétration de cet acte sanglant, si digne des jours de Robespierre, par lequel plusieurs centaines d'Espagnols furent tués ou blessés. Les témoins furent si indignés que l'équipage du navire espagnol capitulé Argonauta proposa de reprendre ses canons et de riposter contre les navires français. Les officiers anglais qui avaient pris le contrôle du navire rendirent les épées des officiers espagnols qui avaient été remises lors de leur reddition. Et l'équipage espagnol resta à ses canons, même si, au moment où il les avait préparés, les navires de Dumanoir étaient déjà hors de portée. Au total, 18 navires de la flotte franco-espagnole furent perdus ce jour-là. Achiel s'était rendue peu de temps avant d'exploser, mais avec elle, la scène était assez impressionnante.
Les vaisseaux espagnols de troisième rang Neptuno, San Agustín, Monarca, Bahama, Argonauta, San Hidel Defenso et San Juan Nepomuceno, ainsi que les vaisseaux de premier rang Santa Ana et bien sûr Santissima Trinidad avaient tous amené leurs couleurs. Parmi les Français, le Bucenta, le Redoutable, le Fougeot, l'Intrépide, l'Aigla, l'Algeciras, le Swiftshire et le Berwick étaient aussi sous contrôle britannique, les deux derniers ayant été plus justement restitués à ce contrôle. Après la bataille, alors que les derniers navires franco-espagnols fuyaient, le vaisseau espagnol Réau fut capturé 2 jours plus tard, le 23 octobre. Les navires français, Scipion, Formidable, Duguay-Troyan et Mont-Blanc furent capturés le 4 octobre, et l'Indomto et le San Francisco de Assis furent tous deux détruits lors de l'ouragan qui frappa tous les survivants de la bataille 2 jours plus tard, de nouveau le 23. Ainsi, sur les 33 vaisseaux de ligne engagés par la flotte franco-espagnole, seuls l'Eros, le Neptune, le San Leonardo, le San Justo, le Pluton, le Montanes, l'Argono et le Principe de Asturias rentrèrent indemnes. 8 navires au total, 4 de chaque nation de l'Alliance franco-espagnole. Cela sera plus tard complété par le Santa Ana, qui fut repris alors qu'il était remorqué le 23, ainsi que par l'Algeciras. Mais nous aborderons ces incidents un peu plus tard. Alors que la bataille se déroulait bien pour la Royal Navy dans son ensemble, Nelson lui-même passait un moment plutôt loin d'être idéal. Environ 1h30 après le début du combat et 50 minutes après que le Victory ait brisé la ligne française. Nelson marchait sur le pont avec le capitaine Hardy quand il s'effondra soudainement. Un tireur d'élite français l'avait atteint depuis les mâts du Redoutable. Qui sait combien de coups de feu avaient déjà été tirés sur Nelson? Les armes à feu de l'époque, la fumée, le roulis des navires et la cible mouvante, cela rendait improbable que ce soit la première fois que quelqu'un tente de l'atteindre pendant l'action. Avec ses médailles et sa broderie d'or, l'amiral était l'une des cibles les plus évidentes. Mais néanmoins, peu importe combien de tirs lui avaient déjà été adressés auparavant, il venait maintenant d'être touché. Nelson comprit que le coup était fatal, bien qu'il ait aussi cru à la mortalité d'une blessure superficielle à la bataille du Nil. Peut-être était-il juste pessimiste et cette fois il avait raison. Il fut emmené en bas, sur le pont Olop, le visage couvert d'un mouchoir afin de ne pas démoraliser les hommes. Cependant, on peut tout de même s'interroger sur l'efficacité d'une telle mesure. Après tout, il n'y avait personne d'autre avec autant de médailles sur le navire, et cela suppose aussi qu'un groupe d'hommes engagés au cœur d'un combat mortel prendrait le temps de se retourner pour regarder passer l'équipe de secours. Quoi qu'il en soit, il est descendu à l'infirmerie du Victory, puis est remonté sur le pont. Le mystère du sort de l'auteur du tir sur Nelson se dévoilait déjà. Le docteur Beatty, le chirurgien du navire, racontera plus tard « Il ne restait que 2 Français vivants dans la hune d'Artimon du Redoutable quand son seigneurie a été blessé, et c'est par les mains de ceux-ci qu'il tomba finalement. L'un d'eux fut tué par une balle de mousquet, et sur l'autre, en tentant de fuir la hune par le gréement, l'aspirant Pollard lui tira dessus avec son mousquet, le touchant dans le dos et le tuant net. Depuis les haubans au Redoutable. » Plus tard, certains affirmeraient que le tireur d'élite avait en fait survécu, le plaçant soit sur le grand mât plutôt que sur le mât d'Artimon, soit caché d'une manière ou d'une autre sur le mât d'Artimon. Mais il s'est avéré que l'individu supposé que la plupart de ces récits désignaient comme étant le tireur d'élite. Le sergent Robert Guillemard était une invention littéraire d'un autre auteur, et il n'était en réalité pas réel, étant donné qu'aucune personne ayant réellement existé ne s'est manifestée par la suite. Et étant donné le nombre élevé de victimes à bord du Redoutable, qui que ce fût, il est probable qu'il soit mort au combat. Que ce soit à cause du tir de l'aspirant Pollard ou des salves du Téméraire. Malheureusement pour Nelson, malgré le fait que la balle ait rendu toute tentative de le sauver impossible, compte tenu du matériel médical disponible, et très probablement même impossible à sauver avec du matériel chirurgical moderne. Comme la balle avait fracassé son épaule, perforé un poumon, brisé 2 côtes, entaillé une artère et brisé sa colonne vertébrale, ce ne fut pas non plus une mort rapide, cela prit environ 3 heures. Cependant, il semble avoir accepté ce destin et a passé la majeure partie de ce temps à essayer de régler ses dernières affaires et à suivre l'évolution de la bataille. Il a prié le docteur Beatty de saluer ses amis, sa fille et sa maîtresse, confiant les 2 dernières à la nation.
Il a souvent interrogé Hardy sur la bataille et a demandé qu'on ramène son corps en Angleterre plutôt que de le jeter à la mer. À la fin, il a aussi demandé combien d'ennemis s'étaient rendus, sachant que le combat continuait alors. Hardy lui annonça que 14 ou 15 avaient été capturés et Nelson répondit qu'il en espérait 20. Comme nous l'avons vu, d'autres navires ont aussi amené leurs couleurs, rapprochant le total de l'objectif de Nelson. Et si l'on tient compte des navires qui ont été capturés dans les jours suivants, son objectif a même été dépassé. Il a également donné l'ordre à la flotte de se préparer à une tempête après la bataille, car il avait le sentiment qu'une tempête approchait. Et puis, enfin, juste avant 16h30, il a fait venir le capitaine Hardy et a dit qu'il sentait que dans quelques minutes, il ne serait plus de ce monde. C'est alors que la fameuse phrase « Embrasse-moi, Hardy » a été dite. 3 récits distincts de ces derniers instants de la vie de Nelson nous sont parvenus et tous s'accordent à dire que, peu de temps après, l'amiral Nelson prononça ces derniers mots « Dieu merci, j'ai fait mon devoir ». Ainsi, l'un des plus grands amiraux de Grande-Bretagne était mort. Son avertissement concernant une tempête s'est avéré exact 2 jours plus tard, le 23, 5 des vaisseaux de ligne franco-espagnols survivants, accompagnés d'un nombre égal de frégates. Après avoir réparé leurs avaries, ils décidèrent de reprendre la mer pour tenter de reprendre possession. Certaines prises, alors que la flotte britannique était encore présente, effectuaient leur réparation elles-mêmes. Dès que la force de secours leva l'ancre, la tempête annoncée par Nelson commença à se lever. Collingwood vit l'approche de l'escadre franco-espagnole et forma une ligne avec ses 10 navires les plus intacts, les navires franco-espagnols. Voyant cela, il choisit de ne pas attaquer et, avec des navires capturés, se retira temporairement pour permettre aux remorqueurs de former la ligne alors que les vagues grossissaient et la visibilité baissait. Certaines des frégates françaises réussirent à contourner et à reprendre la Santa Ana, que nous avons déjà mentionné, ainsi que le plus petit Neptuno. À la suite de cela, d'autres navires capturés virent aussi leurs équipages se soulever et les reprendre. La Bucenta, l'Aigle et le Berwick réussirent toutes à s'échapper, mais furent toutes détruites par la tempête, causant de lourdes pertes humaines. Seul l'Algeciras parvint à se libérer et à regagner le port. Le Monarca réussit également à s'échapper, mais fut repris par inadvertance, ce qui mena les Britanniques jusqu'au Rayo de Mate, qui fut alors capturé lui aussi. Le Neptuno s'échoua également sur les rochers, inquiet de ces soulèvements, alors que la tempête devenait de plus en plus violente. Les Britanniques rencontrèrent un autre problème après avoir si bien bombardé la flotte franco-espagnole. Beaucoup des prises restantes prenaient l'eau très rapidement. Même les navires de la Royal Navy, généralement en meilleur état, peinaient à affronter la tempête. Le cœur lourd, car beaucoup d'argent gagné finissait dans le coffre de Davy Jones, le Monarca, le Rayo, l'Argonauta, le San Antonio, l'Intrépide, le San Augustin, le Redoutable et même le puissant Santissima Trinidad, évacués de leurs équipages et des équipages de prise. Et ensuite, ils furent soit incendiés, soit laissés à couler, selon l'état dans lequel ils se trouvaient déjà lorsque le temps s'est à nouveau éclairci. Bien que les Britanniques n'aient perdu aucun de leurs propres navires, seules 4 prises issues de la bataille leur restaient, le Swiftshire repris, et 3 navires espagnols, le Arma, le San Ildefonso et le San Juan Nepomuceno. Il s'est avéré qu'aucun de ces navires n'était en état de reprendre du service en première ligne. Et tous termineraient la guerre dans des rôles de seconde ligne à bord du Victory. Le corps de Nelson fut placé dans un tonneau de brandy mélangé à d'autres conservateurs, où il resta jusqu'à ce que le navire soit remorqué jusqu'à Gibraltar. À un moment, entre ici et la côte anglaise, il fut mis dans un cercueil plombé rempli de conservateurs. Pendant tout le voyage de retour, il resta toujours à bord de son navire amiral. La nouvelle de la bataille et quelques effets personnels furent envoyés avant la flotte à bord du petit His Majesty's Ship Peakle. Curieusement, pour l'une des victoires les plus décisives que la Grande-Bretagne ait jamais remportée, la réaction au Royaume-Uni fut principalement un deuil pour la perte de Nelson. La perte massive de navires par la flotte franco-espagnole, incapable dès lors de menacer la suprématie de la Royal Navy jusqu'à la bataille du Jutland plus d'un siècle plus tard, semblait secondaire face à la mort de l'amiral.
Finalement, quelque peu rafistolé, le His Majesty's Ship Victory rentra au Royaume-Uni et le cercueil de Nelson fut débarqué à Chatham et placé dans un plus grand cercueil. Le cercueil avait été fabriqué pour lui avec le mât principal du navire amiral français l'Orient de la bataille du Nil et était devenu un sujet de conversation pour Nelson au fil des ans. Il allait alors recevoir l'honneur de funérailles nationales, un privilège qui n'a été accordé qu'à 14 personnes non royales dans toute l'histoire du pays jusqu'à présent. Et cela si on est généreux avec le terme de funérailles nationales. Avant cet événement, seul l'amiral Blake, Sir Isaac Newton et le compositeur Haendel avaient eu droit à de telles funérailles. Et le dernier à en avoir bénéficié, du moins jusqu'en 2023, était Sir Winston Churchill. Les funérailles ont consisté à exposer Nelson pendant 3 jours à Greenwich avant qu'une barge royale ne le transporte en amont jusqu'au bâtiment de l'amirauté. Et puis, le 9 janvier 1806, il a finalement été conduit à la cathédrale Saint-Paul lors d'une immense procession à bord d'un carrosse inspiré du His Majesty's Ship Victory. L'événement reflétait à la fois l'estime dont il bénéficiait et la puissance de la marine qu'il avait aidé à forger, comme nul autre. Moins de 32 amiraux et plus de 100 capitaines de vaisseaux de la Royal Navy étaient présents. Et pourtant, la poigne de fer de la Royal Navy sur les hautes mers ne s'était pas relâchée. Des centaines de milliers de personnes en deuil bordèrent la rue, et alors qu'il était enfin inhumé dans un sarcophage qui, de façon étrange, avait été fabriqué à l'époque des Tudors pour le cardinal Wolsey. L'équipage du His Majesty's Ship Victory, ou du moins ses représentants, apporta les 3 drapeaux qu'il avait hissés lors de la bataille. 2, un pavillon de marine et un drapeau de Saint-Georges, avaient déjà été pliés et enterrés avec lui. Le plus grand, un pavillon de combat couvrant la moitié d'un terrain de basket, était en train d'être descendu. Lorsque les marins du Victory ont changé d'avis, ils ont déchiré le drapeau et gardé des morceaux en souvenir. Ainsi s'acheva la vie, sinon l'impact, d'Horatio Nelson. Il s'est avéré que Trafalgar représentait un danger pour la vie de tous les officiers supérieurs impliqués, en plus de ceux comme Magon qui ont été tués lors de la bataille. L'amiral Villeneuve, libéré et renvoyé en France début 1806, fut retrouvé mort le 22 avril dans son hôtel. Sa mort fut rapidement déclarée comme un suicide par les autorités françaises, bien qu'il ait apparemment réussi à se poignarder profondément dans la poitrine, 6 ou 7 fois avec un couteau de cuisine. Ouais, personnellement, je penche plutôt pour l'assassinat dans ce cas-là. L'amiral Gravina avait été touché au bras par de la mitraille pendant la bataille et ne s'est jamais vraiment remis de ses blessures. Il a tout de même réussi à ramener quelques navires en Espagne. Comme mentionné précédemment, il mourut de ses blessures le 9 mai 1806. Le seul commandant supérieur de la bataille à voir son premier anniversaire fut l'amiral Collingwood, qui resta pratiquement en service en mer de façon continue à partir de ce moment jusqu'en 1810. Lorsque sa santé s'effondra et qu'il mourut sur le chemin du retour au Royaume-Uni, il fut ensuite inhumé à la cathédrale Saint-Paul dans un emplacement adjacent à celui de Nelson.